Dans cette vidéo, on va donner des explications du contenu qu'on vous a envoyé sous forme de leçons, de résumé de leçons, concernant la dernière unité, à savoir la géologie. On commence par un petit rappel qu'on a déjà eu l'occasion de voir en classe, à savoir la notion de lithosphère. Alors, on sait que la Terre est constituée d'une croûte qui peut être continentale ou bien océanique, d'un manteau et d'un noyau. Alors, le manteau renferme ou bien contient une partie supérieure qui est rigide, attachée à la croûte, et une partie inférieure qui est ductile ou bien déformable, qu'on appelle asténosphère. Ainsi, on distingue du point de vue dynamique une lithosphère rigide qui est constituée de j'ai dit une lithosphère qui est constituée de la croûte, que ce soit une croûte continentale ou océanique, et d'une partie du manteau qui est rigide. Alors cette partie s'appelle lithosphère. Cette lithosphère peut se déplacer au-dessus de la sténosphère qui est déformable. En surface, cette lithosphère est découpée en différentes plaques séparées par des limites. On parle de limites de plaques lithosphériques. Par exemple, ici, c'est la plaque africaine qui est séparée de la plaque l'Amérique du Sud, plaque Nazca, etc. Ces plaques bougent les unes par rapport aux autres. C'est pour ça qu'on les appelle aussi des plaques lithosphériques. Alors, au niveau de ces limites, on peut distinguer deux types. Ils sont bien séparés par des couleurs, soit des limites divergentes, c'est-à-dire que les deux plaques s'éloignent les unes des autres, et notamment dans ces structures de cette limite qui représente les dorsales océaniques, qui voient la naissance d'un plancher océanique ou bien d'une plaque lithosphérique nouvelle. Et une deuxième limite de plaques importante aussi, ce sont des limites de plaques convergentes, ça veut dire où il y a affrontement des deux plaques lithosphériques. Alors, c'est par exemple cette limite qui va nous intéresser beaucoup, cette limite convergente entre la plaque africaine d'une part et la plaque arabique d'autre part, et l'Eurasie. Regardez bien que l'Europe et l'Asie font tous une même plaque. Au niveau de ces limites de plaques convergentes, il y a épaississement de la lithosphère et formation des chaînes de montagne. Et c'est ce qui concerne notre programme. On va parler surtout des limites convergentes. On ne va pas parler des limites divergentes. Et au cours de la formation des chaînes de montagne, il y a plusieurs phénomènes associés qu'on va étudier. Alors, on vient de voir les plaques lithosphériques. Maintenant, on va voir les chaînes de montagne. Et ces chaînes de montagne sont de trois types. Alors, il y a des chaînes de subduction qui se forment dans des zones de confrontement où se déroule la subduction. Il y a des chaînes de collision qui se déroulent ou bien se forment dans des zones de confrontement où il y a collision entre deux plaques lithosphériques, et les chaînes d'obduction qui sont des chaînes relativement rares, où il y a un phénomène exceptionnel qui est l'obduction, qu'on verra après.
Alors, on va commencer par un exemple de chaîne de subduction. On va étudier l'exemple de la chaîne que je vous montre ici. C'est une chaîne de montagne, regardez bien l'étendue, qui se trouve que dans le continent d'Amérique du Sud, alors qu'on appelle la chaîne des Andes. Alors, cette chaîne se caractérise par un ensemble de caractères spécifiques aux chaînes de subduction. À savoir que, alors ici on voit l'océan, c'est l'océan Pacifique, ici c'est le continent. Alors on voit bien, alors pour bien lire cette image satellite, que dans l'océan, plus la couleur est foncée, plus c'est profond. Donc, on voit bien que dans les côtes, nous avons une couleur bien claire, donc c'est pas très profond. Et à l'intérieur de l'océan, c'est sombre, donc c'est profond. Et on remarque bien que le long du continent, nous avons une couleur très foncée. Ça veut dire une zone étroite, mais très profonde. C'est ce qu'on appelle une fosse océanique. C'est parmi les caractères des chaînes de subduction. Elles sont longées par une fosse océanique. Et nous avons, au niveau de la chaîne, plusieurs caractères, à savoir que ce sont des zones actives, il y a toujours des séismes, et il y a une activité récurrente de volcans. Ça veut dire à chaque fois il y a des volcans qui accompagnent la formation de la chaîne. Alors, du point de vue certains paramètres géophysiques, ça veut dire c'est des paramètres physiques concernant la Terre, la géologie. Alors, au niveau de ces zones de subduction, on enregistre une activité sismique dans les foyers. Regardez ici, ça c'est des foyers sismiques qui représentent le point de départ des séismes. Alors, ce foyer sismique, c'est quand il y a une rupture de roche et au moment de cette rupture, il y a une libération d'énergie qui se propage sous forme d'ondes sismiques qui sont responsables des séismes et des catastrophes qui les accompagnent. Alors, ces foyers sismiques sont des points qui se déroulent ou bien qui prennent naissance dans un matériel qui doit être rigide. C'est comme la lithosphère. Par exemple, dans la sténosphère, on n'enregistre jamais de foyer sismique. Alors, on remarque que ces foyers sismiques se répartissent de manière inclinée vers la profondeur sous la chaîne des ondes, ou bien la chaîne de subduction. Alors, ça, c'est le premier paramètre. Un deuxième paramètre, c'est que si on enregistre, ou bien on mesure la température en fonction de la profondeur, on sait bien que plus on va vers la profondeur, plus la température augmente. Et ceci en fonction de ce qu'on appelle un gradient géothermique, c'est-à-dire le degré d'augmentation de la température en fonction de la profondeur. Et si on relie entre elles tous les points, ici par exemple, si on relie tous les points de la même température, on va obtenir ce qu'on appelle des isothermes. Par exemple, ici c'est l'isotherme, donc ça veut dire que toute cette courbe correspond à la même température qui est 1400, puis 1300, 1200, etc. Alors, on voit que loin des zones de subduction, c'est-à-dire soit à gauche ou bien à droite du document, voilà, ici ou bien ici, nous remarquons que presque toujours à la même profondeur, on retrouve la même température. Ça veut dire qu'il y a
un gradient géothermique normal loin de cette zone. Par contre, au niveau de la zone de subduction, on voit qu'il y a une déformation de ces courbes, c'est-à-dire qui sont incurvées vers la profondeur. C'est-à-dire que la température à ce niveau est bien inférieure à la température loin de cette zone. Par exemple, ici, ici par exemple, j'ai l'isotherme 1000. Si je vais à la même profondeur, ici, j'ai une température moins de 900 degrés, inférieure. Donc, cette déformation des courbes, on l'a appelée anomalie thermique. Cette anomalie thermique retrace ce que j'ai rajouté ici, la répartition des foyers sismiques. C'est-à-dire que cette anomalie est reliée au foyer sismique. Alors, comment on explique ces données? Alors, là, ce document, il résume tout. Alors, nous avons d'une part les caractéristiques morphologiques qui sont caractérisées par l'altitude, la fosse. En plus, nous avons une activité volcanique, une activité sismique dont les foyers sismiques sont répartis de manière inclinée. Cette répartition est associée à une anomalie thermique, à une diminution de la température. Alors, pour expliquer, le troisième document explique ces données géophysiques et morphologiques, à savoir que on interprète cette répartition des foyers sismiques par le déplacement d'un matériel rigide. Là où il peut y avoir du séisme. Et ce matériel qui est rigide, il est en plus froid. Ça veut dire qu'il provient de la surface. Donc on interprète ceci par le fait qu'il y a un plongement d'une lithosphère océanique sous une lithosphère continentale. Ce phénomène s'appelle la subduction. Et accompagné à cette subduction, il y a des processus. D'abord, il y a la formation d'une chaîne de montagnes et des processus magmatiques, notamment la formation de basalte, qu'on va voir. Alors, ce dernier document concernant la subduction résume tous les facteurs qui sont responsables de l'épaississement de la croûte continentale et la formation d'une chaîne de montagnes. Alors, ces facteurs sont de trois types. Alors, d'une part, il y a la déformation, c'est-à-dire des forces compressives qui épaississent, raccourcissent et épaississent la croûte continentale. Alors, d'autre part, le deuxième facteur, c'est l'activité volcanique qui dépose une quantité considérable de roches à la surface qu'on appelle basalte, et ces magmas, quand ils sont consolidés à l'intérieur, on parle de batholithes, de granodiorite. Le troisième facteur, c'est ces couches sédimentaires qui sont très épaisses, qui se sont déposées le long de millions d'années au cours de l'expansion de l'océan, sont pelées et s'accumulent sous forme de ce qu'on appelle un prisme d'accrétion qui se relie à la lithosphère continentale, et par conséquent, elle augmente son épaisseur et son volume. Voilà. Alors, on a parlé des chaînes de subduction, et
On a parlé même de volcanisme et de magmatisme qui se déroule au cours de la subduction. Alors là, dans cette partie, on va parler de la naissance du magma qui est responsable de l'activité magmatique. Voilà. Alors, on sait bien que le manteau est formé d'une roche qui s'appelle péridotite. Alors voilà une image de la péridotite. C'est une roche, la roche qui constitue le manteau. Et nous avons ici, c'est un deuxième échantillon de la roche, sauf qu'il est lié au basalte. C'est que lorsqu'il y a un volcan, lorsqu'il y a une montée de lave, parfois des morceaux du manteau, de la péridotite, sont ramenés avec la lave, on peut les retrouver. Donc la roche du manteau, on peut la voir, on peut l'étudier. Alors on va prendre cette roche et on va faire des expériences au laboratoire en variant surtout deux facteurs qui varient dans la profondeur de la Terre, à savoir la pression et la température. Sachant que plus on va vers la profondeur, plus la pression, ça veut dire le poids des roches, et plus la température augmente. Et on sait bien que en profondeur, il y a fusion des roches et apparition de liquides magmatiques, ça veut dire des roches fondues. Alors il faut, à partir de ces études, on va déterminer les conditions de la fusion des roches qui sont responsables de ce basalte. Alors, pour vous expliquer, on va d'une part représenter la température et d'autre part la profondeur. Ici, c'est la température et ici, c'est la profondeur. Alors, comment on va procéder? On va, par exemple, utiliser une pression atmosphérique, ça veut dire la pression qui nous entoure. Et on va augmenter la température pour cette roche. Et à chaque fois, on note l'état de cette roche. Est-ce qu'elle est solide? Est-ce qu'il y a fusion, ça veut dire apparition de liquide? Est-ce qu'il y a fusion totale? Et quand on arrive, alors, par exemple, on augmente la température, on arrive à un point, on va observer qu'il y a début de fusion. Alors, on marque un point. Alors, ici, voilà le point. C'est ici. On augmente la pression à un certain niveau et on augmente la température. Et le moment où on commence à voir un peu de liquide, on va marquer un point. Pareil, ça va être ici. Et donc, après, on va représenter une ligne qui joint tous les points qui correspondent à une pression et à une température donnée, et à partir desquelles, lorsqu'on augmente la température, il y a fusion, ou bien un début de fusion. Alors, cette ligne, ça sépare deux champs. Alors, dans ce champ, l'état de la roche, elle est solide, comme on la voit. Et à partir de cette ligne, on va commencer à voir une fusion. On parle de fusion partielle. Et si on augmentait la température au-delà de ce champ, quand on dépasse cette limite, il y a une fusion totale. On parle de liquide. Alors, ce diagramme représente les conditions expérimentales de la fusion de la péridotite, ou bien le diagramme de phase de la péridotite. On ajoute à ce diagramme ce qu'on appelle le gradient géothermique, à savoir l'augmentation de la
température en fonction de la profondeur dans les zones de subduction. Dans le premier diagramme, alors, pour avoir une fusion, ou bien pour avoir un liquide basaltique, il faudrait être dans cette zone. Parce que on a montré qu'il n'y a pas de fusion totale au niveau du manteau, mais qu'il y a seulement une fusion partielle. Donc, il faudrait que sous les zones de subduction se réunissent des conditions de température et de pression telles qu'on serait dans ce champ pour avoir un liquide. Alors que on voit que sous les zones de subduction, le gradient géothermique ne passe pas par ce domaine. Et donc, il est impossible dans ces conditions d'avoir une fusion partielle et d'avoir une activité magmatique. Alors, le premier document, il concerne la péridotite qu'on appelle anhydre. Voilà, ici. Donc, ce qui serait contradictoire, alors que nous avons une activité magmatique effective au niveau des zones de subduction. Donc là, on a fait une autre expérience. C'est quand on a fait la même expérience, mais sur une péridotite à laquelle on ajoute de l'eau. Ça, c'est la péridotite, le diagramme de phase de la péridotite hydratée. Alors, dans ce cas, on remarque bien que ce champ liquide plus solide dans la péridotite hydratée se déplace, ce qui permet le recoupement du gradient géothermique de ce champ de pression et de température, et par conséquent la possibilité d'avoir un liquide basaltique qui est responsable de l'activité magmatique dans ces zones. Ainsi, ce modèle nous explique comment se fait la subduction et d'autre part, comment est né un magma qui est responsable de l'activité magmatique dans ces zones. Alors, on voit bien ici, c'est la lithosphère océanique plongeante. Ça, ce sont les foyers sismiques qui se déroulent dans la lithosphère plongeante. On voit ici le prisme d'accrétion et là, l'activité volcanique. Alors, cette lithosphère océanique qui était sous la mer, elle est hydratée. Quand elle plonge, elle va libérer de l'eau. Ici. Alors, elle libère de l'eau. Cette eau va permettre ou bien réunir les conditions de la fusion partielle de la péridotite qui forme le manteau. Et il va y avoir fusion partielle et le liquide qui apparaît se réunit ou bien s'accumule sous forme de chambre magmatique. Alors, à partir de cette chambre magmatique, il y a remontée de la lave basaltique jusqu'à la surface, ça donne des basaltes, parce que le refroidissement est un refroidissement rapide. Et au niveau, certaines magmas n'arrivent pas à percer jusque la surface, ils se refroidissent très lentement en profondeur et en réaction avec les roches encaissantes, c'est-à-dire qui les entourent, ce qui fait qu'on obtient des granodiorites. Donc basalte andésitique, je répète, et granodiorites sont des roches caractéristiques des zones de subduction.